Nous abordons maintenant la dernière réunion débat avant la séance de clôture. Vous avez tous été très patients. Cette séance va être consacrée au financement de la protection sociale. Alors, c'est la dernière séance, certes, mais ce n'est pas la moins importante parce que on va parler de la façon d'assurer un financement durable de la protection sociale universelle. Alors, je me présente, je m'appelle Evelyn Astor, je travaille pour la CSI et je vais faire quelques remarques avant de donner la parole aux orateurs invités. Tout d'abord, j'aimerais dire que malgré le fait que la protection sociale ait été reconnue au plan universel comme étant un droit de l'homme, bien qu'il y ait des engagements en faveur de son extension dans le cadre du programme d'action à l'horizon 2030, il n'y a pas de consensus au niveau international quant à son financement. Et cela s'explique par plusieurs faits. Tout d'abord parce qu'il y a une très grande diversité dans la conception des systèmes de protection sociale et il y a différentes structures de cotisation, différents modèles de fiscalité, mais les normes internationales renvoient à certains principes et la recommandation 202 parle de la responsabilité première de l'État qui doit garantir, fournir la protection sociale. Ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait un système public financé par le public et obligatoire. L'année dernière, la CSI, aux côtés de World Solidarity, a organisé une conférence mondiale sur le financement de la protection sociale. Nous avons à cette occasion réuni des syndicats, des organisations de la société civile, des universitaires, des législateurs et je suis très heureux de voir des personnes aujourd'hui présentes qui ont participé à cette réunion au cours de laquelle on a parlé des grandes difficultés de financement de la protection sociale. On a parlé du vieillissement de la population, on a parlé de recettes fiscales insuffisantes, des problèmes d'optimisation ou d'évasion fiscale, de l'informalité. On en a parlé d'ailleurs dans la séance précédente. On a parlé également de la nature évolutive du travail. On a dit que beaucoup de salariés qui avaient des contrats précaires, beaucoup d'auto-entrepreneurs n'avaient pas accès au même régime de sécurité sociale contributif que les travailleurs ayant des contrats types. Il faut que l'on reconnaisse qu'il y a un éléphant dans la salle. Beaucoup de ces difficultés sont dues à des pressions de la communauté internationale, des organisations internationales et des institutions financières qui souhaitent couper les dépenses sociales. Parfois, il y a également des conditions et la condition associée à un prêt, c'est de réduire les dépenses sociales. Néanmoins, il y a de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des bases factuelles claires qui montrent que dans la grande majorité des pays, on peut mettre en place la protection sociale. On a l'indice de socle de protection sociale et comme Michelle Bachelet l'a dit à très juste titre ce matin, dans une grande mesure, il faut simplement mettre en place les priorités. Donc nous allons parler des différentes possibilités qui s'offrent au gouvernement pour ouvrir un espace budgétaire. Il y a beaucoup de façons de procéder. On peut redistribuer les recettes, envisager une fiscalité progressive, lutter contre l'évasion fiscale, utiliser les cotisations sociales des salariés mais des employeurs également et veiller à ce que les travailleurs prennent leurs responsabilités, quel que soit leur contrat. Et puis, bien sûr, il faut accompagner la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Nous avons également parlé de la façon dont la communauté internationale pouvait apporter un appui aux États pour le financement. Alors, j'espère vraiment que lors de cette séance, on va reprendre et creuser ces idées. Nous allons entendre des exemples très concrets de pays. On va nous dire comment les États
l'État ont créé l'espace budgétaire nécessaire pour étendre la protection sociale. On s'intéressera également au rôle que jouent les partenaires pour le développement pour aider les pays à faible revenu à combler les lacunes en matière de financement. On s'interrogera sur le rôle des partenaires sociaux, sur le rôle de la société civile dans le débat. À ma gauche, j'ai Madame Antasar Diako, qui est déléguée générale à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale du Sénégal. Tout à gauche, Jürgen Omen, expert en protection sociale à la coopération internationale et développement de la Commission européenne. À ma droite, j'ai le plaisir de présenter Madame Nivin El Kabar, vice-ministre de la solidarité sociale en Égypte. Et tout à droite, nous avons Monsieur Plamen Dimitrov, qui est le président de la Confédération des unions syndicales indépendante de Bulgarie. Et il est membre du conseil d'administration du BIT, porte-parole des travailleurs sur les questions d'emploi et de protection sociale. Donc nous avons un éventail de orateurs invités tout à fait éminents. Je vais tout d'abord m'adresser à Madame Diako. Le Sénégal s'est engagé à étendre l'assurance sociale à tous et j'aimerais que vous nous disiez quelle est la stratégie de financement actuellement. Comment est-ce que vous allez financer cette stratégie? J'aimerais également que vous nous parliez de l'appui que vous recevez peut-être de la communauté internationale. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. C'est un honneur d'abord pour moi de participer à ce panel de haut niveau. Et vous me permettrez aussi de remercier tous les organisateurs qui ont permis à l'organisation de cette conférence et qui nous y ont invités. Je vais d'abord commencer par introduction pour vous dire que le gouvernement du Sénégal a fait de la protection sociale une priorité, comme cela est inscrit dans son plan Sénégal émergent, dans l'axe intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable, et qui constitue le cadre de référence des politiques publiques sur un horizon de 20 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2035. Et à cet effet, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a été créée et pour, entre autres, coordonner les politiques publiques de protection sociale. C'est ainsi que la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale travaille à bâtir un système de protection sociale accessible à tous les Sénégalais, en leur fournissant à chacun un revenu minimum garanti, une couverture maladie à tous, mais aussi des filets de sécurité permettant de construire la résilience aux populations, aux chocs et aux crises. Cela nécessite un financement durable de la protection sociale, qui est un grand défi pour les pays d'Afrique subsaharienne, où les niveaux de dépenses publiques pour la protection sociale sont particulièrement faibles. Je peux en citer le cas du Tchad, où nous avons 1,2%, en Côte d'Ivoire 1,9%, au Nigeria 2,8%, ce qui est largement en dessous de la moyenne mondiale qui est de 8,7%. Pour l'exemple du Sénégal, le gouvernement a initié depuis 2012 un programme national de bourse de sécurité familiale et d'un coût annuel de 50 millions de dollars. Et à ce jour, nous comptons 300 000 ménages qui sont en situation de pauvreté et qui sont enrôlés et qui bénéficient d'un cash transfert conditionnel et d'un paquet d'accompagnement de changement de comportement dans leurs pratiques de santé, d'éducation et d'état civil. À cela aussi s'ajoutent des programmes de la couverture maladie universelle, de gratuité des soins de 0 à 5 ans, des cartes d'égalité des chances pour des personnes en situation de handicap, d'un coût annuel de plus de 80 millions de dollars. Il faut souligner que le financement de tous ces programmes est entièrement tiré du budget national, même si des partenaires techniques et financiers
tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération japonaise, pour ne citer que cela, appuient le gouvernement du Sénégal pour la consolidation d'un système national de protection sociale. Pour assurer le financement de la protection sociale grâce à une bonne mobilisation des ressources endogènes, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a travaillé sur la mise en place de la Caisse autonome de protection sociale universelle. Et cette Caisse autonome de protection sociale universelle promeut des mécanismes de financement stables et prévisibles capables de soutenir la mise en place des politiques publiques de protection sociale et de filets sociaux au Sénégal. La CAPSU, dont la mise en place est prévue cette année, aura comme mission principale de mobiliser des ressources financières à partir de ressources diversifiées et innovantes, de gérer des prestations en front office pour les adhérents des secteurs non pris en compte par la Caisse de sécurité sociale et l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, y compris les nouveaux régimes à mettre en place pour les risques de perte d'emploi, les risques accidents, la vieillesse, etc. L'étude de faisabilité de la CAPSU a identifié une quinzaine de sources de financement. Mais il faudra certainement se focaliser sur la contribution des bénéficiaires, la réallocation des dépenses des initiatives de gratuité et les subventions générales, plus de 5% du PIB en moyenne sur la période de 2006 à 2011, l'instauration d'une TVA sociale applicable aux consommations ciblées et le financement budgétaire national et la contribution des collectivités territoriales. La CAPSU, au-delà de financer la protection sociale, permettra de renforcer la coordination des programmes de protection sociale et la synergie des différentes interventions. Et en résumé, le gouvernement du Sénégal a fait des progrès remarquables depuis 2012 pour assurer le financement endogène de la protection sociale grâce à une forte volonté politique. Et la loi d'orientation sur la protection sociale, qui est en voie d'être promulguée, permettra de renforcer ces acquis et d'inscrire définitivement les politiques publiques de mon pays dans une dynamique de protection sociale universelle. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Diacko. Félicitations pour la façon dont vous avez mobilisé les ressources au niveau national et dont vous avez créé l'espace budgétaire nécessaire pour cette extension. Je me tourne maintenant vers Madame El Kabbaj. Là encore, on a un exemple très intéressant. Au cours des dernières années, l'Égypte a redistribué le budget national pour accroître ses dépenses en assurance sociale, réduire les subventions pour l'énergie. Comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, c'est un grand plaisir que de participer à cette séance, d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis la vice-ministre de la Solidarité sociale et c'est sans doute le ministre qui joue le rôle le plus important pour ce qui est de la mise en œuvre de la protection sociale. Nous avons une démarche intégrée. Nous travaillons avec le ministère du Logement, de l'approvisionnement, de la solidarité sociale, du financement et il y a beaucoup de ministères qui travaillent pour mettre en place la protection sociale. Alors, depuis fin 2014, fin 2014, la situation dans le pays était difficile. Après la révolution sociale, la justice sociale était une de nos priorités. La justice sociale était l'un des principaux messages portés par la Révolution. En fait,
pendant la Révolution, ce que voulaient les manifestants, c'était davantage de justice et un contrat social. Croissance non inclusive. En 2010-2011, il y a eu un recul, une augmentation, une croissance qu'a connue l'économie, mais ce n'a pas été une croissance inclusive. Et beaucoup de subventions pour l'énergie, des subventions qui étaient supérieures aux subventions versées pour la santé et l'éducation. Et ces subventions bénéficiaient surtout aux riches et pas aux pauvres. Vous constatez que les subventions qui étaient destinées aux plus pauvres ne bénéficiaient qu'à 32% de la population. Et donc, il était vraiment nécessaire d'étendre la protection sociale. Sur ce visuel, on voit quelle est la disparité entre les revenus de la population. On voit que les pauvres vivent surtout dans les zones rurales. En Haute-Égypte, on trouve des paysans extrêmement pauvres. Nous avons donc une pauvreté multidimensionnelle, pas uniquement due à la faiblesse des recettes. Ce sont des personnes qui vivent avec moins de $2 par jour et cette pauvreté extrême ne touche que 5% de la population urbaine. La croissance économique dans le pays a finalement reculé, ainsi que l'emploi jusqu'en 2014. Les subventions ont beaucoup pesé sur le budget du pays. On s'est rendu compte qu'il y avait des poches de pauvreté qui se créaient et que les écarts entre les couches, les niveaux de population étaient de plus en plus importants. D'où une évasion fiscale. 17 milliards de livres égyptiennes en 2014. Il était donc nécessaire de repenser la politique, d'assurer des prestations pour les salariés et de prévoir des fonds d'urgence. La taille de l'économie informelle, c'est 1,8 trillion de livres égyptiennes. Et la plupart des travailleurs ne sont pas inscrits ou ne bénéficient pas de système de protection sociale. Le gouvernement a donc souhaité changer la situation et a souhaité inscrire en 2014 la protection sociale dans la Constitution. Une stratégie de développement a été élaborée à l'horizon 2030, reposant notamment sur le pilier de la protection sociale. Nous avons souhaité cibler la protection sociale. À l'époque, le budget était extrêmement limité. Il fallait cibler les plus pauvres. Puis ensuite, nous sommes fondés sur les statistiques de la pauvreté. Nous avons commencé par mettre en place la stratégie en Haute-Égypte, là où les poches de pauvreté sont les plus importantes. Et puis, nous avons également versé des subventions pour l'éducation et la santé. Vous voyez quels sont les différents programmes que l'on a mis en place. C'est la première fois que l'on a mis en place des programmes de transfert d'allocations assortis de conditions. Nous avons une loi pour la couverture universelle dans le pays. Nous avons également des programmes d'alimentation à l'école. Et nous nous sommes rendus compte qu'il était important de cibler l'aide et de tirer les leçons des mauvaises expériences passées.
of the population and 70% of the population. L'on s'est rendu compte que 70% de la population était laissée de côté, ce qui faisait que les dépenses sociales ne profitaient pas à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons mis en place une loi sur la pension de retraite. C'est une nouvelle loi dans le pays et nous nous sommes attelés aux zones de bidonville afin de venir en aide à la population. Nous avons souhaité aider les personnes à obtenir la protection sociale. Voilà l'ensemble de programmes que nous avons mis en place. Le socle de protection sociale, l'OIT nous aide beaucoup à créer le socle de protection sociale dans le pays et à dégager un espace budgétaire qui nous permettra d'économiser des ressources. Alors, il y a un programme visant à proposer les soins de santé universels pour toute la population. On a également un deuxième programme qui est un programme de protection sociale universelle pour tous les enfants. Il est important qu'ils aient accès à l'éducation et jusqu'à leur diplôme à l'âge de 18 ans. Nous aidons les personnes en âge de travailler, qu'ils soient dans l'emploi ou hors de l'emploi. Nous avons également une aide pour les personnes en congé maternité, handicapées, au chômage. Et puis, nous avons des pensions sociales pour les personnes de plus de 65 ans. Et enfin, nous avons l'OIT travaille sur les 4 premiers programmes que je viens de citer, mais nous avons également un programme pour les plus pauvres, les plus vulnérables, les survivants et pour les personnes qui sortent de l'addiction ou qui sortent de prison ou leurs proches. Voilà quel est le socle de protection sociale que nous sommes en train de créer. Peut-être que nous utilisons nous mettons en place des mesures sous conditions de ressources pour fournir des subventions. Et puis nous avons également un programme de solidarité et de dignité pour les ménages. Selon certains critères d'éligibilité, vient en aide aux familles nombreuses, aux ménages avec enfants, aux orphelins, aux personnes de plus de 65 ans, personnes handicapées et aux mères célibataires. Programme de dignité concerne toutes les personnes que l'on accompagne, toutes les personnes qui en ont besoin que l'on accompagne tout au long de leur vie. Cela permet de couvrir à peu près 41%. Nous avons une base de données sur la pauvreté dans le pays qui regroupe les données sur 25 millions de personnes. Tout est automatisé et nous travaillons en lien avec le ministère du Logement, de l'Intérieur, de l'Éducation pour créer un registre national unique. Nous avons également un mécanisme qui permet de faire remonter les plaintes et d'apporter une aide aux foyers qui en ont le plus besoin. 62% des allocations des transferts va vers la Haute-Égypte. 88% de la population qui bénéficie des transferts en espèces bénéficie d'une carte à puce au nom de la femme, ce qui permet à la femme d'être autonomisée. Vous voyez dans la deuxième et troisième colonne que l'on cible les enfants de 6 à 18 ans et les jeunes de 18 à 35 ans. Donc le programme est vraiment axé sur les jeunes et tient compte des besoins des enfants. Et puis nous avons également une réforme de la prestation handicap dans le pays parce que souvent les certificats, les attestations d'handicap étaient trafiqués
il y avait beaucoup de fraude, donc nous avons renforcé le système pour que les personnes réellement handicapées bénéficient de prestations. Nous avons également revalorisé les pensions de retraite à hauteur de 72%. Nous avons automatisé le système. Donc c'est vraiment une réforme d'ampleur du système de retraite et de l'assurance retraite que nous avons menée. Il y a encore beaucoup à faire. La situation n'est pas idéale parce qu'on a accumulé les difficultés de très nombreuses années. On ne peut pas tout régler en un jour. Et comme je vous l'ai dit, c'est en ayant une politique de protection sociale intégrée que l'on pourra obtenir les meilleurs effets. Nous avons également le programme Força. C'est un programme qui encourage le retour à l'emploi, qui encourage également l'acquisition de compétences. Donc, on permet aux personnes en âge de travailler de se former et de s'intégrer sur le marché du travail. Et je vais terminer en parlant de la position de l'Égypte par rapport à la protection sociale universelle. Dans l'appel à l'action, il y a 5 grands principes. Le premier qui prévoit une protection tout au long de la vie, de l'enfance jusqu'à la retraite. Il y a un principe de couverture universelle qui est une combinaison de la protection sociale universelle et ciblée, notamment par le versement de prestations en espèces. Et puis, il y a également le principe de l'appropriation nationale. Et puis, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale avec l'UNICEF et la Banque mondiale. Le financement durable, équitable. On a commencé par des prêts de la Banque mondiale, mais maintenant le budget gouvernemental suffit. Enfin, nous avons la participation et le dialogue social, 5e grand principe. Nous allons fixer des cibles locales, repérer les difficultés dans les villages pour voir ce que nous pouvons faire, non seulement pour les ménages, mais également pour les villages, parce que c'est la structure dans laquelle s'intègrent les ménages. L'espace budgétaire que nous sommes en train de créer est essentiel. Nous ne pouvons pas compter toujours sur les prêts de la Banque mondiale. Nous voulons donc avoir au minimum, nous voulons avoir un recours minimum aux prêts de la Banque mondiale. Et puis, nous voulons étendre la protection sociale, lutter contre la corruption, veiller à la bonne utilisation des ressources publiques, augmenter les recettes fiscales, adopter un cadre macroéconomique plus efficace et lutter contre les flux illicites. Merci de votre aimable attention. Thank you very much, Ms. El-Kabaj, because I think you have really articulated the importance of an integrated approach, looking at social protection across the life cycle with a mix of social insurance measures, social assistance measures, the need to look at equitable progressive taxation, the need also to look to the link of employment, access to work and decent work. And I think it's also very interesting that you explained how... Très intéressant d'expliquer comment l'Égypte a bénéficié d'un appui de la Banque mondiale, mais en fin de compte, l'Égypte a pu se passer de ses prêts et trouver les moyens en interne pour assurer le financement de ces programmes. Je vais donner la parole à Jürgen Omen, expert en protection sociale, qui va nous parler du financement de la protection sociale. Nous savons que la Commission européenne a aidé certains pays à étendre leur système de protection sociale. Vous avez apporté une assistance directe. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cet appui et comment est-ce qu'il se met en place? Oui? Tout à fait, mais j'aimerais répondre à la question suivante. À quel
étape est-ce que se pose la question du financement? Ce n'est pas la première étape d'extension de la protection sociale. Au niveau national, il y a tout d'abord une question qu'il convient de se poser. Qui va décider des passifs que accepte d'assumer un pays? On doit définir cela au niveau national. On doit décider si l'on veut se concentrer sur le logement, sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la sécurité du revenu. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est une approche sectorielle qui permet de définir les priorités du pays parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. La deuxième question qui est en lien avec celle-ci est la suivante. Quelle responsabilité acceptera le gouvernement? Quel niveau de pension est-ce que le gouvernement va estimer raisonnable pour les salariés, pour le reste de la population? Nous devons nous demander quel niveau de socle de protection sociale est acceptable. Et j'espère que c'est une question que se posent tous les pays. Les passifs, ça va au-delà du système de protection sociale. Il convient de se poser cette question pour savoir si le pays a la capacité d'absorber les chocs. Il doit accepter un niveau de dette. Lorsqu'on trouve des réponses consensuelles à ces questions, l'on arrive au thème de notre session, à savoir le financement. Comment financer ce que le gouvernement a décidé d'assumer? L'élaboration de ces stratégies de financement se mène souvent sous la houlette du ministère des Finances et nous avons été heureux d'apprendre que les ministères des Finances participent à l'élaboration des politiques sociales dans bien des pays. Et il s'agit de renforcer les capacités tout en tenant compte de la gestion des passifs et de la gestion des risques. Dans certains pays, il y a des bailleurs de fonds qui assument la responsabilité de la résilience financière d'un pays. Et très souvent, c'est un panachage de ces deux éléments. Le financement, c'est bien plus que le financement des ressources. Cela est étroitement lié aussi à l'assistance technique et au renforcement des capacités. Et au type de mécanismes financiers qui sont disponibles pour financer les passifs assumés par les gouvernements. Donc, encore une fois, et avant tout, nous avons le gouvernement national qui a son budget national, alors que les ressources proviennent des recettes fiscales et d'autres sources de revenus pour le pays dont on nous a parlé. Ensuite, il y a le financement par des bailleurs de fonds, l'APD, mais également des prêts accordés à des conditions de faveur, qui sont utilisés de plus en plus pour certains types de couverture de protection sociale. Donc des produits d'assurance basés sur les marchés sont proposés pour certains segments et il y a également d'autres sources de financement disponibles. Ce qui m'amène au soutien budgétaire. Et là, on reste dans le cadre du budget du gouvernement, ce qui est crucial quand on parle de système de protection sociale, que les gouvernements et les pays s'approprient, ce que nous essayons tous de soutenir. Donc les mécanismes de soutien budgétaire correspondent à une certaine modalité d'aide qui ressemble aux approches fondées sur des projets. C'est une modalité d'aide qui verse directement de l'argent dans les budgets du gouvernement en essayant d'apporter un soutien aux objectifs à atteindre au moyen de mécanismes assez différents. Les mécanismes ont une gestion de type cycle de projet avec des résultats cibles
C'est dans le cadre d'un dialogue avec le gouvernement que l'on définit les cibles à atteindre. Et cela rejoint ou ressemble beaucoup à la gestion des dépenses publiques. Ensuite, le secteur de la protection sociale devient un critère de performance. Donc plus de couverture, plus d'adéquation. Quels sont les critères de performance que les gouvernements et la Commission européenne essayent de négocier dans le cadre d'un tel contrat de soutien budgétaire? Le soutien budgétaire représente aujourd'hui environ 30% de l'APD de la Commission européenne, ce qui représente environ 10 milliards d'euros par an, utilisés donc à cette fin. Et en matière de protection sociale, nous n'avons pas de bons résultats. Nous ne sommes pas bons pour le financement des programmes. Nous n'avons que 1% de financement au titre de programme, mais 1,5% en soutien budgétaire. C'est pourquoi nous avons décidé que c'est là un domaine dans lequel il faut investir davantage, un domaine qui doit davantage retenir l'attention dans le cadre de la coopération au développement. 3 types de contrats budgétaires sont disponibles. Ce qu'on appelle les budgets ODD. Donc, contrats de soutien budgétaire ODD, ce sont des contrats qui aident les gouvernements à mettre en œuvre leur politique de développement. Les soutiens budgétaires sectoriels, donc soutien en faveur d'un secteur donné, ce qui encore une fois ne veut pas dire que l'argent est versé au budget de protection sociale, il est versé au budget général. Mais les critères de faire performance ne s'appliquent, eux, qu'au domaine de la protection sociale. Et troisièmement, il y a les contrats de renforcement de la résilience, qui sont proposés aux États plus fragiles. Le soutien budgétaire consiste à verser des crédits sur les budgets nationaux. Cela comporte un volet assistance technique. Vous ne trouverez jamais de contrat de soutien budgétaire qui ne comporte pas un volet assistance technique, qui parfois peut être d'ailleurs importante et peut représenter plus de 50% du budget. L'avantage de cet instrument, c'est que l'on confie très clairement la responsabilité aux gouvernements nationaux. Et les critères de performance sont décidés en collaboration avec eux. On utilise différents instruments tels que les instruments d'évaluation financière utilisés par la Banque mondiale, les fonds britanniques et d'autres qui apportent ce type de contribution. Et en fin de compte, cela permet d'avoir une démarche qui recoupe plusieurs secteurs, de renforcer la mise en œuvre au niveau national et au niveau sous-national, tout en améliorant le suivi sectoriel. En effet, très souvent, en matière de soutien budgétaire ou en matière de budgétisation de la protection sociale, on ne comprend pas très bien quel est exactement le budget de la protection sociale, car il provient de tant de sources différentes, dont certaines sont hors budget, font partie de fonds de protection sociale. Les investissements sociaux ne sont pas toujours versés de manière claire et transparente dans le budget général. Et c'est un des buts visés par le soutien budgétaire. Savoir que l'on sache exactement ce qu'on attend de la communauté internationale. Il s'agit d'aider les pays en matière de politique multisectorielle, les aider à bien investir à un niveau adéquat dans la protection sociale pour promouvoir l'accès aux services sociaux et de faire tendre la protection sociale à l'universalité. C'est la raison pour laquelle nous avons un nouveau programme de protection sociale qui est consacré plus particulièrement au soutien budgétaire. Il sera mis en œuvre conjointement par l'OIT, l'UNICEF et la Coalition mondiale pour les socles de protection sociale, et c'est notre contribution au programme USP 2030. Avec le soutien budgétaire, nous reconnaissons également que les changements ne seront pas immédiats. La protection sociale universelle ne pourra pas être atteinte dans un délai de 3 à 4 ans. Et le soutien budgétaire apporte donc une certaine prévisibilité aux pays
qui obtiennent ainsi suffisamment de ressources pour financer les passifs et pour lentement mais sûrement pour qu'ils puissent avancer lentement mais sûrement vers notre objectif commun qui est l'objectif USP 2030. Thank you very much. Merci beaucoup Jürgen de nous avoir livré ces considérations et d'avoir dit notamment combien il est important d'avoir des financements prévisibles pour des systèmes complets, pas seulement des projets de développement à petite échelle. Et par ailleurs, il est très intéressant que vous ayez décidé d'agir en partenariat avec des organisations de la société civile pour mettre en œuvre ces types de soutien. Je voudrais maintenant donner la parole à Plamen Dimitrov. Mais tout d'abord, en tant que partenaire social ayant participé aux discussions sur les réformes de la sécurité sociale en Bulgarie, mais aussi en tant que porte-parole du groupe des travailleurs sur la protection sociale au conseil d'administration du BIT, quelles sont selon vous les priorités absolues pour les syndicats dans le cadre de ce débat sur la protection sociale en Bulgarie, mais aussi à plus vaste échelle? Oui, merci beaucoup Evelyne. Bonjour à tous. Je commencerai par vous livrer un message très concis qui a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises ici depuis ce matin, mais je crois qu'il est important de le répéter, à savoir que garantir un financement pour la protection sociale universelle, cela tient à de la volonté politique indispensable. Par le passé, on s'est demandé comment on pouvait gérer de tels systèmes à l'échelle nationale, en consultation avec les partenaires sociaux, quels étaient les risques à couvrir et quel devait être l'objectif principal. Bien sûr, c'est un débat qui, comme l'ont dit mes préopinants, est très important. Mais l'élément essentiel pour moi et pour nous en tant que travailleurs, c'est que c'est quelque chose qui est réalisable. Et quant à la question de savoir comment étendre la couverture actuelle, qui peut être très modeste à l'heure actuelle, un ou deux risques, pas plus. Ou de savoir quels sont les nouveaux risques qu'il faudrait couvrir par la suite et progressivement pour avancer progressivement vers une protection sociale universelle, ou la question de savoir comment améliorer l'équité ou l'égalité dans le financement des différents risques et prestations. C'est bien sûr un débat national et la volonté politique nécessaire est indispensable. Il est important de commencer par une discussion au niveau national. Et il est possible de redéployer les ressources entre différentes rubriques du budget. Mais le grand débat dans ma région, en tout cas, concerne les dépenses et les priorités politiques. Il y a les dépenses sociales, il y a les dépenses militaires. C'est le cas dans notre pays. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai dans d'autres régions. En fait, je le sais, mais pour certaines régions seulement. Mais surtout dans les pays à revenus moyens, c'est un des principaux problèmes, notamment l'Union européenne et d'autres groupes. La question est cruciale de savoir comment redéployer les fonds à divers secteurs de la société. Ce sont des choix sociétaux qu'il faut faire. Un rapport de notre gouvernement sur l'avenir du travail a été publié il y a quelques semaines. Et on demande une protection sociale universelle garantie de la naissance et tout au long du cycle de vie. Pardon, c'est le rapport de la Commission sur l'avenir du travail, Commission mondiale. Et on y parle également de la nécessité d'un nouveau contrat social.
Et cela rejoint notre débat ici aujourd'hui sur la protection sociale universelle, qui est non seulement un droit de l'homme, mais qui doit également être mise en avant à tous les niveaux, par toutes les parties. Alors, comme on l'a dit, et je le répète, la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des systèmes de protection sociale au niveau national relève des gouvernements. On peut commencer par les socles de protection sociale. Il existe une recommandation à ce sujet et cela doit être complété par des systèmes contributifs financés essentiellement par les employeurs pour toutes les formes de travail. C'est ce que propose le rapport que j'ai mentionné à l'instant. Il est extrêmement important d'englober toutes les formes précaires de travail, pas seulement les nouvelles formes de travail dans l'économie numérique, etc. Donc on essaie de déplacer la charge sur les travailleurs en ce qui concerne les cotisations sociales. Et il faut absolument inverser cette tendance. Et il faut rétablir la responsabilité des employeurs à cet égard. Dans cet ordre d'idées, les systèmes qui existent dans différents pays prévoient, comme je l'ai dit, en général un socle minimum, même si ça porte un autre nom, une norme minimum. Ensuite, il y a les systèmes contributifs qui varient d'un pays à l'autre. Ensuite, il y a les régimes volontaires. Et je voudrais répéter le point de vue des travailleurs. L'épargne individuelle ne peut que compléter le reste. Elle ne doit certainement pas être mise sur un pied d'égalité avec ces régimes. Car, comme vous le savez, tout le monde n'a pas les moyens d'épargner systématiquement pour pouvoir remplacer des prestations de protection sociale. Ensuite, je vais évoquer une question qui se pose de longue date. Quelle est la portée de la relation de travail? Qui doit être couvert? Qui doit être payé par l'État, par l'employeur pour certains risques? 9 risques selon la Convention 102. Et je voudrais donc souligner encore une fois que même quand on parle d'économie informelle, et nous avons la convention de 204 la recommandation 204 qui est extrêmement utile. J'y ai participé personnellement. Elle doit bien sûr être utilisée. Mais en fait, les travailleurs de l'économie formelle travaillent souvent pour des grandes multinationales. Et ce sont elles qui devraient être responsables de la protection sociale pour les travailleurs qu'elles emploient, même si certains relèvent du secteur informel. Ce n'est pas facile, mais nous parlons ici de justice sociale en cette année du centenaire et nous devons faire en sorte que la justice soit respectée. C'est un message qui doit se traduire dans les faits, qu'il ne faut pas seulement prononcer ici ou lors d'autres conférences. En ce qui concerne les financements, comme on l'a dit, il y a des choix à faire au niveau national. Il y a certains critères qui doivent, à mon avis, être établis. Notre collègue du Sénégal a dit à l'instant que la moyenne était d'environ 9% du PIB mondial. Mais il y a également des indicateurs régionaux et les indicateurs économiques et sociaux devraient constituer une plateforme de base avant que l'on puisse prévoir un minimum de dépenses sociales dans une région. Prenons l'Union européenne par exemple. Les 9 risques sont couverts.
34% pour la France, 34% du PIB de la France. Le niveau le plus faible, la Roumanie, moins de 15% du PIB de la Roumanie. Et mon pays est quelque part entre les deux, 18%. Mais la moyenne, c'est 28% du PIB dans les pays de l'UE, alors que le minimum devrait être 20%, sans vouloir entrer dans les détails de tous ces chiffres. Et on peut donc considérer que c'est un objectif possible de dire que le minimum de dépenses sociales doit être de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que il y a des abus de la part des sociétés multinationales. Et il y a une concurrence entre les pays, de la sous-enchère pour attirer les multinationales. Et il ne faut pas que ce soit une incitation aux investissements promise par les gouvernements. Les objectifs régionaux et les critères régionaux en matière de protection sociale sont, à mon avis, extrêmement importants. Ensuite, on s'est demandé aujourd'hui quelles pouvaient être les sources de financement. Sharon Burrow l'a dit d'emblée, elle a donné un chiffre très percutant, 0,3% du PIB mondial, ça représente moins de 200 milliards de dollars des États-Unis. Et cela pourrait faire une énorme différence. Cela pourrait beaucoup nous aider à mettre en place des socles de protection sociale à l'échelle mondiale. Ça ne représente que 200 milliards de dollars des États-Unis. Ce n'est pas tellement d'argent à l'échelle de l'humanité. C'est donc tout à fait réalisable. Sans oublier que le FMI estime que 10%, jusqu'à 10% du PIB mondial part dans des paradis fiscaux. Ce sont donc des sommes d'argent énormes qui pourraient être rendues transparentes et qui devraient être comptabilisées et reversées en faveur de la protection sociale. L'OIT l'a bien dit, 2% pour certains pays, 2% du PIB pourrait faire une énorme différence. Il y a des centaines de pays qui pourraient se doter de socles de protection sociale, non pas en l'espace de 2 ans. Ma préopinante avait raison, mais dans certains pays, il faut aller vite. Et il faudrait le faire demain, aujourd'hui, voire hier. Ça pourrait éviter beaucoup de morts. Il faut également explorer des sources nouvelles de financement. Taxes de transition, taxes sur les ressources naturelles. Cela existe. Dans mon pays, par exemple, il y a des taxes sur les ressources naturelles qui sont versées à un fonds, puisque nous avons un problème démographique. Et ce fonds peut donc beaucoup contribuer au développement du système de protection sociale, y compris les pensions. Et il faut faire preuve d'imagination pour imaginer d'autres sources, d'autres instruments financiers, mais là aussi, le point de départ, c'est la volonté politique. L'impôt sur la fortune serait également un autre outil. Et n'oublions pas le rôle du FMI et de la Banque mondiale. Mes meilleurs amis, avec ou sans guillemets, comme vous voulez. Et je participe souvent à des missions de la CSI à Washington où on parle de beaucoup de choses, de protection sociale, mais aussi de conditions. Il y a déjà 20 ans que l'on parle de ces questions et il y a eu des changements, je dois le reconnaître. La Banque mondiale, le programme de la Banque mondiale, il y a des changements, je reconnais, mais ce n'est pas vrai pour le FMI. Le FMI continue à insister pour que les pays latino-américains appliquent des mesures d'austérité. L'Argentine, par exemple.
Mais il y en a d'autres. Je m'attends donc toujours à ce que ce nouveau cadre stratégique du FMI en faveur de la protection sociale se concrétise. Il nous l'avait promis l'année dernière et j'espère qu'il y aura de véritables changements. Et pour que toutes ces institutions, l'OIT, le FMI, la Banque mondiale et autres, œuvrent en faveur d'un financement équitable pour la protection sociale. Thank you very much, Plamen. You've touched on a large... Merci beaucoup, Plamen. Vous avez évoqué un vaste éventail de sujets auxquels nous allons tous réfléchir. Vous nous avez parlé des immenses problèmes financiers que rencontrait la Bulgarie au niveau national et disant qu'il fallait trouver de nouvelles sources de recettes, par exemple le fonds argent, mais également des mesures de coordination pour que le financement de la protection sociale ne soit pas pris en compte dans la concurrence entre pays pour accueillir des grandes multinationales. Vous avez dit également que ce concept avait sa place dans les discussions sur l'avenir du travail. Nous avons commencé un petit peu tard. Nous devions terminer à 17h15, mais étant donné que nous avons pris du repas, je pense que nous devrions d'abord prendre 2 questions avant de clore cette session. Monsieur, vous avez la parole et ensuite Guillermo. Bien, merci. Mon nom est Herman. Je viens de la Coalition mondiale sur la protection sociale. Et je voudrais souligner ce qui vient d'être dit par monsieur Dimitrov. Et il aurait dû y avoir quelqu'un du FMI dans ce panel. Nous avons M. Rikatsky de la banque, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui vient du FMI. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit l'orateur. Le débat doit se dérouler dans le contexte de notre monde si instable. Il ne s'agit pas de savoir s'il va y avoir une nouvelle crise financière, mais quand un nouvel ouragan, mais quand on parle d'essayer de prévoir les dépenses affectées à la protection sociale. Dans certains pays tels que la Grèce, quand il a fallu faire des choix, est-ce qu'on allait payer les retraités ou les créanciers? Ce sont les créanciers qui ont été payés. Et le FMI est en train de mettre sur pied une nouvelle position institutionnelle du FMI sur la protection sociale. Et il aurait été intéressant que quelqu'un du FMI vienne nous en parler, même s'ils auraient certainement été critiqués, mais bon, ce sont des adultes. En tout cas, merci d'en avoir parlé. Je suppose que la question qui se pose en Égypte et au Sénégal, par exemple, est de savoir, est-ce que vous êtes prêts à affronter la prochaine crise? Nous allons entendre les 2 questions, après quoi je donnerai la parole à nos intervenants pour des réponses. Merci, je vais parler espagnol. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais je voulais simplement vous livrer une réflexion. Nous savons quel est le consensus qui a pu intervenir ici dans l'organisation grâce à l'adoption de la recommandation 202 sur les socles nationaux de protection sociale, qui non seulement vise l'extension de la protection sociale, mais qui réaffirme également la Convention 102, qui, d'une façon ou d'une autre, donne aux États la responsabilité de la sécurité sociale. Mais, cela dit, il me semble, et je le dis très respectueusement, il me semble que dans la salle, au fil des différentes interventions, il y a une question qui me paraît à moi un petit peu schizophrène. D'une part, on parle d'étendre la couverture légale dans tous les pays. Tous les pays parlent d'une extension quasi universelle de la couverture, mais en réalité,
à l'ouverture de la session aujourd'hui, nous avons entendu que 70% de la population mondiale avait soit une couverture insuffisante, soit une couverture inexistante. Donc là, je pense qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Et il me semble que, du point de vue des travailleurs, je voudrais mettre en avant quelques-unes de nos préoccupations, surtout dans les pays en développement. Ce que nous voyons, c'est que systématiquement les gouvernements nous disent que nous devons accepter des programmes d'austérité budgétaire et nous serrer la ceinture. Je ne vais pas parler comme nos amis du FMI, mais il est vrai que dans tous ces programmes, on préconise l'austérité comme une fin en soi. Raison pour laquelle on pourrait penser que bien loin d'étendre la protection sociale, qui représente une dépense, on arrive à réduire cette dépense. Mais si l'on pense aux cotisations, là aussi nous constatons qu'il y a un déficit qui nuit au travail décent, puisque si nous considérons la qualité des emplois qui sont proposés, et sans même parler des économies de plateforme, de l'avenir du travail, de toutes sortes de nouvelles formes d'emploi, parlons simplement de la relation de travail classique, eh bien elle aussi subit une détérioration, justement parce que les politiques d'ajustement exigent une contraction des salaires. Nous avons donc une double voie d'ajustement qui a des incidences sur le financement de la protection sociale. Et je voulais simplement dire que c'est un problème qui n'a pas de solution si on le pose de cette manière. Si le consensus international et le programme 2030 proposent d'étendre, de développer les régimes de protection sociale à l'échelle universelle, nous ne devons pas oublier que les politiques, comme le disait le camarade Plamen, les politiques d'extension de la couverture de la protection sociale doivent être le résultat d'une décision politique, et la décision politique doit également consister à réaménager, transformer l'ordre économique mondial qui contrôle toutes les matrices de production dans nos pays. Faute de quoi on ne trouvera jamais de solution. Il ne suffit pas de mettre en place des politiques de droit, des cadres législatifs. Tout cela existe très bien, nous le savons, grâce à ces deux normes internationales. Ce qu'il faut, c'est les compléter. Et décider de frapper aux portes de Davos par exemple, pour exiger que l'on crée de nouveaux modèles de matrice de production. Faute de quoi on ne trouvera jamais de solution, pas seulement à court terme, mais à long terme non plus. Alors que nous devons absolument trouver des solutions aux problèmes des systèmes de protection sociale. Merci. So I am going to give a very quick. Très rapidement, je vais donner la possibilité aux intervenants de répondre. Disons 1 minute de répondre, 1 minute par personne. Madame Diaco, c'est à vous. Merci beaucoup. Je rebondis pratiquement dans le même sens que Monsieur Dimitrov, puisqu'il faudra d'abord une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas d'engagement des présidents de nos républiques, je pense que nous n'allons pas progresser dans le cadre de la protection sociale. Il faudra que nos États investissent d'abord, puisqu'il faudra aussi une bonne organisation. Nous avons parlé j'ai entendu depuis ce matin parler des stratégies de protection sociale. Il faut de bonnes stratégies nationales de protection sociale. Par exemple, chez nous, nous avons révisé, réactualisé notre stratégie nationale de protection sociale qui actuellement est basée sur le cycle de vie. Puisque pour assurer une bonne protection sociale, il ne faut laisser aucune couche de la population. Donc il faudra aller depuis la naissance jusqu'à la vieillesse et pouvoir aussi accorder des financements adéquats à chaque niveau de vie de cette population. Donc, vous allez me dire, effectivement, nous voulons que des bailleurs, des partenaires techniques et financiers nous fassent des appuis. Mais ces appuis ne peuvent pas être
tout le temps, depuis les indépendances, si nous le disons, nous tendons toujours la main aux partenaires techniques et financiers. Donc il faudra une bonne organisation interne, une volonté politique pour pouvoir aller de l'avant. Là aussi, comme je dis, il faudra encore une bonne organisation. Une bonne organisation du secteur de la protection sociale réside d'abord à mettre en place un registre national unique. Il faudra un registre, puisque ce registre va permettre au pays de pouvoir avoir un outil de coordination. Sans un outil de coordination, nous allons travailler dans la dispersion. Et dans cette dispersion, nous n'allons pas pouvoir demain avoir un impact positif sur le vécu de nos cibles qui sont aujourd'hui les groupes vulnérables et les familles démunies. Donc, il faudra encore, comme on l'avait dit ce matin, il y en a qui ont parlé comment faire pour pérenniser les actions. Pour les pérenniser aussi, il faut des lois. Il faut des lois d'institutionnalisation des acquis qui ont été mis en place pour éviter que chaque État qui arrive change ce qui était, ou bien chaque État qui arrive ne fait pas la continuité. Et si cela n'est pas fait, nous allons toujours être sur un éternel recommencement, ce qui ne va pas nous donner des résultats probants pour la protection sociale. Je vous remercie. Regarding the readiness. Pour ce qui est des pays, des défis à relever, on a parlé de ces difficultés. Bon, tout le monde est disposé à agir. Maintenant, qui va réussir à franchir l'obstacle? Moi, je crois que ce n'est pas une mission impossible. C'est une mission qu'il est possible de remporter. Évidemment, il y a aussi les problèmes d'ordre démographique, le problème de l'alphabétisation de la population, surtout chez les plus pauvres. C'est là la plus grande difficulté. Et puis le taux de chômage. Comme les pauvres sont analphabètes, ne sont pas en mesure de se défendre. Ça pose problème pour l'autonomisation, pour la production. Ils ne peuvent pas trouver des emplois et donc ils sombrent dans la pauvreté à nouveau. Ce qui nous ramène aux services élémentaires, santé, éducation. Évidemment, la demande est forte, mais l'offre n'est pas aussi importante et pas toujours de qualité. Donc, il faut travailler là-dessus. Les fonctionnaires n'ont que des capacités limitées. Il y a la résistance au changement, le problème de l'automatisation des tâches, de la lutte contre la corruption. Donc, pour ce qui est des atouts, il y a des atouts. On a un comité pour la justice sociale. Nous avons 14 ministères qui harmonisent leurs politiques, qui se mettent d'accord pour les affectations budgétaires, pour les interventions de protection sociale et pas simplement pour les transferts de fonds, mais pour les questions d'assurance, pour aider les pêcheurs, les agriculteurs, tous les groupes vulnérables. Donc, la justice sociale, c'est une bonne chose, et ce comité pour la justice sociale, c'est une bonne chose aussi au niveau le plus politique. C'est une première, c'est une nouveauté. Nous avons un budget qui prévoit des transferts qui ont triplé ces 6 milliards. Enfin, c'était 6 milliards auparavant, c'est maintenant plus de 18 milliards par an. Le ministère des Finances ne parle pas simplement de coûts, mais aussi d'avantages. Il nous faut nous faire entendre, il faut investir dans le capital humain, il faut que les gens deviennent indépendants, il faut promouvoir le développement et il faut aider ces personnes à s'éduquer, à bien s'alimenter. Il y a les indicateurs de nutrition, par exemple. C'est parce que l'on investit dans la protection sociale qu'ensuite on recueille des dividendes.
voir la protection sociale comme un fardeau, ça ne mène pas loin. Et puis l'entretien des réseaux, les ONG nous aident et plaident pour la protection sociale. Alors l'important c'est d'avoir une base de données unique pour le gouvernement mais aussi pour les ONG pour que l'on soit sûr que les uns ou les autres ne reçoivent pas des prestations indues. Nous voulons envoyer les informations aux ONG aussi parce que nous voulons travailler ensemble. Il faut aussi que le secteur privé nous aide pour les offres d'emploi, pour la formation professionnelle. Il faut l'expertise technique des organisations internationales pour le renforcement des capacités, pour plaider notre cause. Ça, c'est toujours apprécié parce que je crois que pour les pays d'Amérique latine, d'Asie, pour certains pays d'Afrique, c'est par là qu'il faut commencer, mais nous ne partons pas de nulle part. Nous avons des systèmes, maintenant il faut faire la liaison au niveau horizontal. Ou au niveau vertical. Il faut lutter contre la corruption. Il faut un mécanisme qui permette la transparence et la reddition de comptes. Et j'espère que nous y réussirons. Merci. Plamen et Jürgen, étant donné que l'heure tourne et que le temps presse, est-ce que vous avez une remarque à partager avec nous avant de clore cette session? Plamen. Oui. Comment vendre la protection sociale, entre guillemets? Comment plaider cette cause? Parce que nous avons le développement durable. Mais, on l'a dit ce matin, parfois, le lien entre les dépenses de sécurité sociale et le reste, ça n'est pas toujours documenté. On ne sait pas comment ça contribue à la croissance du PIB. Alors, à l'OCDE, on a des études et on peut peut-être trouver des détails là-dessus, mais on a aussi besoin d'autres études. Je pense que nous avons besoin d'études pour documenter cela, pour mieux comprendre ce lien. Mais il faut aller plus loin. Le rapport mondial, on mesure le développement économique, mais uniquement via le PIB. Or, le développement, ça n'est pas simplement le PIB, c'est l'équité, la redistribution. Il faut que la croissance économique soit correctement évaluée. Je crois qu'il faut revenir là-dessus et ensuite faire le lien avec la protection sociale, car il faut financer ces dépenses. Et encore une fois, le développement économique, ça n'est pas que le PIB. Merci. Jürgen. Oui, première question. Nous aussi, nous aurions souhaité la présence du FMI. À la Commission européenne, nous avons pensé inclure le FMI, mais nous ne savons pas encore quoi attendre du FMI en matière de protection sociale. Nous ne savons pas quelle sera la stratégie. Bon, deuxième question. Vous avez parlé de la perception de la protection sociale. Une dépense de consommation déguisée et ensuite le lien avec des mesures d'austérité qui sont parfois imposées. Eh bien, c'est justement ce que nous voudrions changer. C'est cette perception que nous voudrions changer. Il faut générer des preuves et montrer que quand on investit dans la protection sociale, c'est positif, car ça réduit la pauvreté, ça permet le développement, la paix, la croissance économique inclusive, ça accroît la résilience et ça diminue les inégalités. Donc,
Nous allons avoir une conférence bientôt sur une subvention universelle pour les enfants. J'espère que vous serez là. Il faut des données là-dessus. Il faut investir et nous aurons les résultats prochainement. Merci. Thank you very much. Merci Jürgen, merci à tous les intervenants, merci à vous tous, merci pour cette discussion extrêmement enrichissante. Nous avons eu des études de cas, l'expérience de divers pays. Je ne vais pas faire la synthèse parce que l'heure tourne, mais une remarque quand même que je retiens de cette discussion, c'est ressorti de toutes les discussions aujourd'hui, la volonté politique, la protection sociale. Ce n'est pas un luxe pour ceux qui s'en sortent sur le plan économique. C'est possible, c'est abordable, c'est faisable. Ce n'est pas une dépense de consommation, c'est un investissement et ça permet la croissance économique rapidement. Bien, et maintenant nous passons au